Salut Émeric. Salut Denis, ça va? Ouais, ça va, ça va. J'ai j'ai lu ton. Bon, faut dire qu'on se connaît pas depuis très longtemps tous les deux, mais C'est vrai. t'es passé aux médias. Je voulais t'inviter sur le plateau, puis il y a eu le confinement, etc. Et là, j'ai reçu La Revanche de la nature, ton livre qui est un journal. Chaque chapitre commence par par des statistiques. Et puis tu donnes une sorte de leçon de morale tous les jours de ce que tu retiens du Covid, quoi. Le paradoxe du livre, c'est que tu es entre une sorte de d'énergie qui veut croire à on va dire à la positivité de ce qu'on vient de vivre, et en même temps une sorte de réalisme et de désespoir où tu dis on n'arrivera à rien bouger, quoi. Donc si tu veux, on va discuter là, on prend le temps qu'il faut et euh, Avec grand plaisir. et, euh, et comment dire et on va reprendre le livre, et si on s'évade par moment et qu'on parle de politique ou d'autre chose, C'est fort probable, hein, nous connaissant. ouais, on se sent libre de dire tout ça, quoi. Tu habites dans la banlieue parisienne, dans une grande ville, et au début tu te poses vraiment la question, est-ce que je me casse avec ma femme et ma fille, puisqu'il y a deux personnages du Ouais. livre qui sont ton épouse, qui s'appelle Fanny, et le prénom de ta fille d'ailleurs, qui a 2 ans. Donc Ouais, je le donne pas non plus. C'est ouais. un peu ma difficulté avec l'intime. J'hésite toujours. Tu sais, déjà, je raconte des choses qui sont assez perso. Et ouais, j'ai fait exprès de pas mettre le prénom de ma fille. Tu sais, pour éviter ce côté un Ah, mais peu. je peux comprendre, il y a pas de souci. Tu te dis, je vais quitter cette ville pour aller à la campagne, quoi. Parce que là, tu es confiné dans un appartement et tu te dis, Ouais. ça va vraiment être la galère. Tu le pressens tout de suite, ça. Oui, puis en plus, moi, je suis déjà en appartement par défaut. Mm. Moi, c'est la campagne que j'aime, c'est avoir un accès à un jardin, à des arbres, des fleurs, à un potager, à ce genre de choses. Donc déjà, c'est pas voilà, je supporte l'appartement à longueur d'année. Donc dans des circonstances comme celle-ci, c'est vrai, je me dis ça va vraiment pas être drôle. Et dès le départ, tu as conscience de la dangerosité du virus et de l'extraordinaire de la situation, où tu te dis, bon, c'est pas Non, si j'en grave sais rien. finalement. Non? Non, je me dis ni l'un ni l'autre, j'observe. Je crois que l'un des problèmes de cette crise, c'est que beaucoup de gens se sont sentis obligés de s'exprimer de manière assez péremptoire, avec l'impression de dénoncer des certitudes, des vérités, alors qu'en fait, je crois qu'on est beaucoup, on est très très nombreux à, à avoir passé cette période à chaque fois en se demandant exactement ce qui se passait, où était la vérité, etc. Donc moi, quand le confinement est annoncé, je me dis pas c'est super dangereux, je me dis pas ça. Surtout qu'il faut quand même se souvenir qu'une semaine avant, on a des tas de médecins officiels qui allaient sur les plateaux nous dire que c'était pas plus grave qu'une grippe saisonnière. Donc non, je crains pas. La seule chose qui change un peu quand on a une petite fille, en fait, je crains pas pour moi du tout. Surtout qu'en plus à ce moment-là, on nous explique que si on a moins de 60, 65 ans, 70 ans, bon, on craint vraiment pas grand-chose, hein, pas plus que pour une grippe classique. En revanche, à l'époque, il y a des rumeurs sur les enfants. On se demande si pour eux c'est pas dangereux. Alors on dit que c'est peut-être pas dangereux pour eux, mais en revanche c'était des énormes transmetteurs du virus. Enfin, il y a plein d'incertitudes. L'inquiétude elle est plus pour ma fille. Quand on a ma fille est jeune, elle a 2 ans, et donc quand on a un petit enfant, etc. On se met à craindre les choses pour son enfant plus que pour soi. Bien sûr. Mais moi, à titre personnel, non, j'avais pas peur du tout pour ma santé. Peut-être à C'est tort d'ailleurs. c'est ton premier enfant? C'est la première fois que... Ouais, Ah, d'accord. bah oui, raison de plus. Ouais. Parce que Non, mais vu mon âge quasi canonique. ce qui est intéressant, enfin, on va pas reparler de ton enfant, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait, un des bonheurs du confinement, enfin, ce que tu expliques assez bien, c'est que c'est comme tu es tout le temps présent avec ta femme, avec cet enfant, tu vois l'évolution, quoi, au niveau du langage, au niveau Ouais, de tas de choses, des jeux, etc., puis qu'elle est un peu qu'elle vous apporte beaucoup de joie et de rire, quoi, pendant. absolument, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça doit apparaître dans le livre, même si le livre ne concentre pas son attention sur ce sujet. Ma fille est vraiment présente par petites touches parce que c'est vrai que c'est elle qui apporte la joie dans le foyer, parce que elle, le confinement. Alors, elle éprouve ses propres frustrations, je le raconte, parce elle éprouve le besoin de sortir. Quand on a cette fameuse heure là, laquelle on est autorisé, donc on sort tous les jours, on fait une petite promenade d'1 heure, mais dans un périmètre extrêmement limité, qui est vraiment pas intéressant pour elle. Je le dis, c'est des rues comme ça, il se passe rien, les parcs sont fermés, et de toute façon ils sont trop loin. Et on sent
On sent que quand on revient devant le portail de l'immeuble, elle dit non, encore. C'est pas suffisant pour elle. Et c'est d'ailleurs pour moi l'un des trucs très problématiques de ce confinement. C'est chaud qu'on n'a pas du tout pensé aux enfants. Le gouvernement n'a pas pensé aux enfants. J'explique dans le livre à un moment, mais il aurait été simple de mettre en place une mesure, par exemple, qui autorisait les enfants à fréquenter les parcs plutôt que de les fermer. Oui, tu parles. Et alors, j'ai remarqué que tu avais été très respectueux et scrupuleux du règlement. Il n'y a qu'à la fin où tu vas en forêt un petit peu, et là tu redécouvres. Mais Ouais. l'avantage d'un type comme moi qui habite à la campagne, c'est que j'y allais tous les jours en forêt, quoi. Tu vois. Puis bon. Et t'avais pas un flic qui te poursuivait pour te Si, mettre alors il m'est arrivé un truc, c'est qu'un dimanche, le week-end de Pâques, j'ai été un drone, tu sais, il y a beaucoup de gens qui faisaient des footings, etc. Ouais, Un drone m'a survolé et ça faisait peut-être 2 heures que j'étais sorti et donc je suis rentré en courant et c'est là où je me suis dit putain, on est passé de l'autre côté, quoi. Il y a une folie collective. C'est là où je rejoins le psychiatre que j'ai interviewé récemment qui dit que. Mais est-ce que c'est une folie collective? Moi, je pense plutôt que c'est une folie de l'autorité dans ce que tu décris. Je raconte aussi l'épisode d'une amie dont je lis le message sur Facebook qui est scandalisée parce qu'elle revient d'une promenade. Elle habite, je sais plus où exactement, mais dans un endroit où il y a accès à la mer et elle se promène sur une corniche avec son chien et elle voit débarquer un hélicoptère de flic, un hélico qui se pose devant elle en disant vous êtes trop loin, il n'y a pas d'habitation, c'est sûr, vous êtes hors règlement, amende. Et la folie, elle est plus au niveau de la manière dont l'État a fait respecter ce confinement. Selon moi, il y a des pays où il y a eu du confinement, mais sans une sanction, avec des flics, il n'y avait pas d'amende, il n'y avait pas besoin de papier. Voilà. Nous, ça a été l'hyperflicage dans une société qui était déjà sombrée dans l'hyperpolicisation depuis déjà quelques années. Tu n'utilises pas le mot, mais il y a un moment où on sent qu'on entre en dictature, quoi. Enfin, qu'il y a Ouais, il y a vraiment de toute façon, je considérais déjà qu'on était ça je l'avais écrit dans d'autres livres, comme Utopia 21 où j'emploie le terme, et je l'assume, on est dans une société du soft totalitarisme. Donc, il y a des aspects dictatoriaux, bien évidemment, dans le fonctionnement de cette démocratie depuis déjà un certain temps. Déjà, notre constitution elle-même, mais après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette constitution. Notre constitution est propice, en tout cas, aux dérives dictatoriales. Ça, c'est sûr et certain. Et il se trouve que ceux qui nous dirigent depuis quelques années, ils s'en servent bien de cette constitution à leur avantage. Et il y a des tas de choses, l'état d'urgence ressemble à une mesure totalitaire. À partir du moment où ça te permet de prendre des mesures complètement antidémocratiques, où le peuple n'est pas consulté, où le Parlement n'est pas consulté. Et ça, après, on pourrait en parler pendant un quart d'heure de la démocratie en France. Mais le confinement était l'occasion de montrer que on était loin d'être une démocratie parfaite. Et c'est un pléonasme que de le dire. Et la manière dont le confinement a été organisé, dont le gouvernement a orchestré le contrôle, c'est particulièrement inquiétant. Déjà dans la manière dont il est décidé ce confinement, de manière un peu arbitraire, sans aucun débat, mais bon, pourquoi pas. S'il y a vraiment une urgence, pourquoi pas. Mais ensuite, c'est ce flicage. Enfin, j'en parle à un moment dans le livre, la manière complètement aberrante dont les mecs qui mettaient les amendes, les policiers ont mis des amendes pour tout et n'importe quoi. Donc, ils se permettaient. On a vu des cas où ils allaient vérifier le caddie ou le sac d'une personne pour savoir si ces courses correspondaient à des courses d'urgence qui n'avaient aucun sens. On a vu des gens qui ont été taxés d'une amende parce qu'ils étaient à vélo à un endroit, alors qu'on dit non, il faut être en voiture. On a vu des tas de choses qui en plus parfois, quand ensuite elles ont été contredites par un juge qui a dit non, et voilà, cette amende était illégale. Mais il y a un malin plaisir quand même des forces de l'ordre en France aujourd'hui à faire valoir leur autorité, qui pose un vrai souci. Que ce soit dans la décision qui est prise, c'est-à-dire mettre une amende, et ensuite dans la manière dont les citoyens sont traités, parce qu'il y a aussi très souvent quand même. D'ailleurs, tête de Turc, on la partage. D'ailleurs, c'est Didier Lallemand, et tu lui conseilles un moment dans le livre de lire Spinoza, je crois. C'est assez drôle, ça. Oui, parce que il explique Spinoza à un moment que le but d'un État, d'un gouvernement, ça n'est certainement pas de réprimer,
mais c'est d'offrir la liberté aux citoyens. Alors je dis que si l'Allemand lit ça, il va s'étouffer, puisque lui, c'est exactement l'inverse qu'il a compris de son métier, et que l'Allemand, dès qu'il s'exprime, dès qu'il prend une position, c'est contre la liberté du citoyen. C'est-à-dire que lui, un citoyen qui émet une opinion contraire à celle du gouvernement, c'est déjà quasiment, c'est un séditieux, c'est un terroriste, c'est un homme qu'il faut surveiller parce qu'il va renverser le pouvoir. Et je cite à un moment... en fait, il sert à ça, ce livre aussi, parce que je pense que un livre que j'ai écrit auparavant, qui était souvent beaucoup plus fourni, beaucoup plus touffu, qui développait des thèses politiques, des thèses philosophiques, que ce soit sur l'économie, sur les droits des animaux, etc. Celui-ci, il y a toute une partie qui est vraiment simplement un compte-rendu de choses qu'on a tous vécues et le compte-rendu d'une gestion politique, notamment de l'affaire. Et la raison pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est que j'étais persuadé que l'opinion allait très vite oublier beaucoup de choses de ce qu'elle avait vécu, parce qu'on est vraiment dans une société du zapping. Et même ça, j'ai pensé qu'on allait zapper. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont, au moment où on se parle, ont oublié déjà. Bah, ça a été mon cas. Ça a été mon cas quand je t'ai lu. Je me suis dit, ah merde, c'est vrai, ils ont quand même fait ça. Et chaque fois, tu as un effarement à te souvenir. Et encore que moi, j'ai aussi eu la mémoire, puisque j'ai fait mes éditos et j'ai beaucoup lu pendant le confinement. C'est vrai, bah oui, toi. Je suis pas le client idéal, mais je pense que les gens, d'une manière générale, ont tendance à oublier. Et il y a une sorte d'effroi a posteriori. D'ailleurs, c'est une question que je voudrais te poser, c'est toi, entre l'Émeric Caron que tu étais avant le confinement et la manière dont tu en sors, est-ce que tu as gagné en angoisse, en inquiétude? Est-ce que tu es plus inquiet aujourd'hui sur l'état du monde et de la démocratie, ou est-ce que tu te dis que y a aucune raison de désespérer ou Je vais répondre à ça immédiatement. Je juste terminer sur le point l'allemand, parce que je t'ai pas dit pourquoi je veux parler de l'allemand dans le livre. Parce qu'il y a deux sorties, parce que l'allemand, c'est bien évidemment l'un des hommes de la répression des Gilets jaunes, avec tout ce qu'on sait. Mais là, il y a deux sorties qui sont quand même assez phénoménales pendant le confinement, sorties pour lesquelles il ne sera pas sanctionné. D'abord, une interview à BFM, je crois que c'est BFM, une chaîne info en tout cas, le premier jour du confinement, où il dit alors comment ça va se passer et tout. Et puis là, il a un discours très martial, où le confinement est rentré en vigueur depuis 2 heures à peu près. Il dit oui, encore des Parisiens qui respectent pas le confinement, mais vous inquiétez pas, moi je sais comment faire passer mon message. Je sais faire passer avec un petit sourire un peu quasi sadique, parce que moi ce type est un malade. Si ça passe, est-ce que je peux être attaqué pour avoir dit ça? C'est possible, mais c'est pas grave. Et puis surtout, 3 semaines, je crois, après le début du confinement, il a interrogé à nouveau, parce que les journalistes adorent aller le voir, je ne sais pas pourquoi, pour dire alors comment ça se passe, ce confinement, les gens respectent et tout. Et à un moment, il dit quand même, de toute façon, ceux qui sont en réanimation aujourd'hui, ils le doivent qu'à eux-mêmes, parce que ce sont des gens qui n'ont pas respecté le confinement. Oui. Et là, mais c'est pire qu'une faute. Non seulement c'est une saloperie, c'est immonde, c'est dégueulasse, c'est bête, c'est stupide, c'est-à-dire que c'est inintelligent, enfin c'est bon. Mais en plus, c'est une faute professionnelle. Alors le mec, ils vont lui dire quand même au gouvernement d'aller s'excuser publiquement. L'après-midi, il va apparaître devant son pupitre pour dire, je sais pas quel genre de formule, j'ai été maladroit, etc. Mais le mec est encore là, quoi. Et c'est vrai que je fais une liste de différents personnages comme ça qu'on a retrouvés de manière récurrente pendant ce confinement, qui ont été en dessous de tout et qui n'ont absolument pas été sanctionnés, Sibeth Ndiaye faisant partie de ces gens-là. Pour répondre maintenant à ta question sur la manière dont moi j'ai vécu ce confinement, savoir si ça m'a changé ou pas, non, je pense que ça m'a absolument pas changé. D'ailleurs, ça m'aurait peut-être fait du bien de changer, mais enfin, ça fait toujours du bien de changer en bien, mais non, parce que je suis pas extrêmement surpris. Comme tu l'as relevé il y a 10 minutes, je navigue entre 2 humeurs pendant ce confinement, et peut-être d'ailleurs dans ma vie en général, c'est-à-dire une espèce d'espoir, une espèce de volonté de montrer qu'il y a des voies différentes qui existent, qu'il y a des tas de gens d'esprit éveillé, qu'il y a des solutions qui ont été proposées, on peut faire autrement, et donc ce confinement nous l'explique, nous le dit. Ce confinement nous invite à lire des philosophes, des sociologues, plein de gens. Et puis, je navigue entre ce sentiment-là et puis un autre sentiment qui est, mais de toute façon, vu comment fonctionne l'histoire humaine et l'histoire de l'avancée des droits humains et du progrès moral en général, je crois qu'on va rien retenir de ça et que surtout la force du politique et de l'économie est trop puissante pour qu'il y ait là un changement hyper rapide. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, on prenne un autre chemin. Alors moi, sans être dans l'optimisme béat du jour d'après, tu as vu d'ailleurs, on a fondé un Conseil national de la résistance justement parce qu'on croit
Je sais, j'ai même écrit un texte pour vous. Ouais, je sais que tu sais, mais bon, voilà, c'est une manière de placer. C'est dans le livre qu'on a écrit, dans lequel tu collabores. Mais si tu veux, il y a une catastrophe à venir. C'est-à-dire que ce qui va se passer à la rentrée, ce qui est en train de se passer sur les crises de l'emploi, sur les précaires, les intermittents, ça, les gens vont avoir faim en France, quoi. Il y a ce qui arrive dans les faillites d'entreprises, dans tout ça, est phénoménal. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Donc, contrairement à ce que tu dis, je pense que ça peut déboucher sur, on ne sait pas sur quoi ça va déboucher, mais simplement, ça va être très très compliqué, quoi. Donc, moi, je m'attends à de nouvelles manifestations, à un mouvement social, à une grande répression. Et puis, ce qui se joue en ce moment, puisque quand l'émission passera, il y aura un nouveau gouvernement, mais là, on est dans les jours qui précèdent l'arrivée d'un nouveau Premier ministre et des changements de gouvernement. C'est assez déterminant. Je ne sais pas comment. J'ai aucun espoir sur la lucidité de Macron. D'ailleurs, c'est un des personnages de ton livre, le président de la République. Mais en tout cas, moi, je suis à la fois. Ouais, je partage un peu cette ambivalence, tu vois, entre l'optimisme et l'inquiétude, mais je suis quand même très inquiet, quoi. Il va y avoir un avant et un après. Quand je disais tout à l'heure qu'il y a des anecdotes ou des histoires que je ne connaissais pas et qui sont vraiment intéressantes, c'est qu'à un moment donné, c'est tout au début du livre, tu réfléchis sur le virus et je découvre que le virus, dans l'histoire des virus, c'est à l'origine du placenta. Ouais. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire que les virus nous sont souvent présentés comme évidemment des agents pathogènes dangereux dont il faut se méfier. Et nous, quand on dit virus, on fuit, hein, évidemment. Alors qu'en fait, le virus, c'est un microbe, comme plein de microbes, qui fait partie d'une catégorie d'entités du vivant, même si les virus ne sont pas tout à fait vivants, enfin qu'il y a polémique sur le fait de savoir s'ils appartiennent ou pas au domaine du vivant. En tout cas, c'est partie d'entités qui sont extrêmement complexes et qui jouent un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense, quoi. C'est pas juste des petites bébêtes qui ne sont pas, d'ailleurs, ce sont pas des bébêtes, mais ce sont pas juste des petites entités qui sont là pour nous faire du mal. Les virus sont apparus au tout début de la vie. On pense qu'ils étaient là dès le début, avec les premières bactéries. Donc, ça nous fait remonter à peu près 3,5, 3,7 milliards d'années. Et très vite, en effet, ils ont joué un rôle dans l'évolution de la vie. C'est à eux, par exemple, qu'on doit l'apparition des cellules avec noyau, qu'on appelle les eucaryotes, les cellules eucaryotes, contrairement aux cellules prokaryotes. Donc, et ce sont ces cellules avec noyau qui ont permis l'apparition de la vie complexe. Tout simplement parce qu'en fait, le virus va créer un dérèglement dans un processus de vie qui est installé et va créer un changement, une modification. Et cette modification, souvent, elle va profiter au processus vitaux. Et dans le cas du placenta, c'est ça. Le placenta, c'est que tout à coup, si je me souviens bien, parce que moi je ne suis pas biologiste, mais on était à l'époque où les animaux pondaient des œufs et tout à coup, on a ce virus qui pénètre un processus dans lequel il n'était pas invité, qui va tout dérégler, mais qui va faire en sorte que finalement, la vie va déboucher sur des animaux capables de contenir leurs petits en eux-mêmes, dans leur ventre. Et donc, il y a d'autres exemples comme ça. Pour les protéger des virus, c'est un peu ça l'idée. Non, c'est pas forcément pour les protéger des virus. En tout cas, c'était pas pour le placenta, je ne pas sur ça. Ce sont simplement des réactions de la vie à des phénomènes qui étaient inattendus. Ce sont des phénomènes d'adaptation. Il y a d'autres exemples que je donne, je crois, dans le livre, de rôles qu'ont pu jouer les virus. Et c'est grâce donc aux virus, puisque c'est grâce à eux que le placenta est apparu, que les mammifères sont apparus et que les humains sont apparus, par exemple. Alors, à contrario, on va dire que là, c'est une vertu positive des virus. Et tu racontes aussi dans la foulée la fonte du permafrost, et donc qui est très inquiétante, on le sait depuis quelques années. Donc, j'aimerais, si tu pouvais un peu expliquer ce que c'est et les effets que ça a sur nos réels à nous. Et puis, il y a cette histoire de libération de virus et de bactéries à partir d'un cadavre de reine, je crois, qui va contaminer jusqu'à l'homme, quoi. Alors, le permafrost, c'est cette couche gelée qui recouvre une bonne partie des terres émergées, à peu près 1/5 des terres émergées. Et il se trouve que dans cette couche gelée, effectivement, il y a pas mal de virus et de bactéries qui sont en sommeil. Et l'une des craintes aujourd'hui des scientifiques, c'est qu'à l'occasion du réchauffement climatique et de la fonte des glaces, et donc de la fonte du permafrost,
un certain nombre de virus et de bactéries se retrouvent libérés et qui surtout ils soient réactivés parce que ce sont des entités qui peuvent être toujours actives. Et je raconte l'histoire, ça s'est passé en Sibérie, je crois, il y a quelques années, où en effet une bactérie, celle du bacille du charbon, qui était enterrée là avec des rennes qui étaient morts. Mais il y a pas très très longtemps, mais il y a quand même 30 ou 40 ou 60 ans, enfin quelques dizaines d'années auparavant, eh bien, ces bactéries, le bacille du charbon, se sont réactivées et ont contaminé des troupeaux, mais aussi des humains. Il y a un petit garçon qui est mort. Il y a des chercheurs qui ont également trouvé dans ce permafrost qui avait fondu dans un autre endroit, enfin peut-être dans la même région d'ailleurs, mais en tout cas pas dans la même histoire, deux virus, des anciens virus, des virus géants qui avaient été immobilisés il y a 30 000 ans et ils ont réussi à les réactiver. Sachant qu'ils ont tenté l'expérience pour voir si ça marche pas et sachant que cela c'était des virus complètement anodins, en tout cas qui ne présentaient aucun caractère de dangerosité pour nous. Mais il y a des micro-organismes qui en revanche peuvent être très dangereux potentiellement dans le permafrost. Oui, et c'est l'une des grandes craintes aujourd'hui des scientifiques, c'est qu'on ait une énorme pandémie avec un virus auquel on ne sera pas habitué parce qu'il est là depuis extrêmement longtemps, donc on n'aura pas les anticorps, on ne saura même pas ce que c'est. Et ça fait partie des scénarios catastrophes. Alors on ne sait jamais si ces scénarios vont se réaliser ou pas, mais c'est une crainte qui est vachement sous-estimée par les politiques en tout cas. C'est pour ça. D'ailleurs, l'histoire de la pandémie elle-même, quand on a Macron, je le dis à un moment dans le livre, qui dit faut pas m'en vouloir, en gros. Il dit faut pas m'en vouloir s'il y a des petites improvisations, si tout n'est pas parfait. On ne pouvait pas prévoir ce qui arrive. Mais sûr que si on pouvait le prévoir, c'était prévu. On savait qu'il y aurait une prochaine épidémie, une pandémie, que ça fait partie des choses qui vont arriver, enfin qui arrivent déjà depuis un certain temps, mais qui vont arriver encore de plus en plus dans les années qui viennent. Et il y a des protocoles qui ont été mis en place en France même. Le rapport de la CIA, enfin j'imagine que tu as vu, c'est très troublant d'ailleurs. Le rapport il y a une douzaine d'années, la CIA publie d'ailleurs chaque année un livre sur leurs prévisions sur l'avenir, et l'un de ces rapports décrit précisément le coronavirus, ce qu'on vient de vivre. Bien sûr. Et nous, en France, c'est ça qui est encore plus ironique, c'est qu'en France, il y a un organisme gouvernemental qui, il y a une dizaine d'années, a prévu le protocole à respecter en cas d'arrivée de pandémie semblable, vraiment en tout point, à celle qu'on a vécue. Et on se rend compte que notre gouvernement n'a respecté aucune des procédures qui avaient été pourtant établies il y a 10 ans. Mais tu sais, on parle, le réchauffement climatique est devenu une sorte de truc dont tout le monde parle partout, enfin, etc. Mais dans les choses qui me semblent les plus graves, parce que quasi inévitable, c'est le permafrost, quoi. C'est-à-dire que ce réchauffement de cette couche et de tout ce que ça va provoquer, c'est d'une gravité extrême, et il y a quelque chose, alors j'espère me tromper, mais d'inéluctable. Comment on peut l'empêcher? Est-ce qu'aujourd'hui on peut? Le gros problème, c'est que quand on parle des scénarios potentiels, en cas de réchauffement de 3, 4, 5 degrés d'ici à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qu'on nous décrit est tellement énorme que je crois que notre esprit ne l'assimile pas. On a une croyance quand même, c'est ça tu me disais, est-ce que c'est un peu bizarre, toi aussi, entre pessimisme et optimisme, mais alors l'espèce humaine en général, le groupe humain, je crois qu'il est profondément optimiste. Je ne sais pas pourquoi, ça fait partie de la psychologie de l'homme, hein. Il pense toujours qu'il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire qu'il va s'en sortir. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Alors, depuis 2 siècles, on sait à quoi c'est dû. Depuis 2 siècles, c'est dû à la science. C'est-à-dire qu'on a une telle croyance en la science qu'on pense que non seulement elle ne nous apporte que du bonheur, donc il faut la développer en tous sens, dans toutes les directions, sans mesure, parce que de toute façon, on va y gagner. Et d'autre part, on pense que la science permettra toujours de résoudre les problèmes qu'elle a elle-même créés, sous notre contrôle, ou plutôt sous notre non-contrôle. Et donc, pour le réchauffement climatique, tu parles effectivement de la fonte du permafrost. Ce sera terrible pour un certain nombre de raisons, la libération des virus ou des bactéries certes, mais aussi les inondations, des régions entières dévastées. Mais quand on te parle de la désertification qui va toucher des zones énormes de cette planète, des millions de réfugiés climatiques qu'il va y avoir, des conflits qui risquent d'en découler, de ce réchauffement climatique, d'une misère incroyable qui va s'installer dans certaines régions de la planète, qui vont donc créer des tensions face aux régions qui, elles, seront encore épargnées par les conséquences les plus dramatiques. Quand on te dit qu'un réchauffement entre 3 et 5 degrés va faire qu'en France, tu auras des étés à 50 degrés tous les ans,
50 degrés. Quand tu vois qu'aujourd'hui, quand on dépasse ce qui est le cas aujourd'hui, 35, 36, 37, tu vois qu'on on se dit voilà, c'est dingue, on est à 35, on est à 36. Mais on voit déjà les conséquences que ça a, on voit déjà les conséquences qu'a commencé à avoir le réchauffement climatique sur l'agriculture. On voit qu'il y a des régions où l'agriculture est en train de changer, il y a des choses qu'on cultivait, qu'on peut plus cultiver, en revanche qu'on a à cultiver ailleurs parce que les températures sont plus les mêmes. Mais je crois que on a beau te dire, tu sais, le niveau de la mer va monter, avec 5 degrés, ça va monter entre 1 et 2 mètres, mais avec des conséquences, une fois de plus, gigantesques. Eh bien, c'est comme si on pouvait te dire tout ça et que ça n'avait absolument aucun effet. Bien sûr qu'il y a des moyens d'enrayer ce phénomène, mais ces moyens sont aujourd'hui absolument politiques. C'est pour ça que c'est la limite d'histoire du colibri. Oui. Bien sûr, le colibri c'est sympathique. Oui, c'est l'histoire du colibri c'est l'histoire de Pierre Rabhi. C'est la forêt brûle, tout le monde s'enfuit, mais le colibri, lui, il retourne à chaque fois. Il a un petit bec, il prend une goutte d'eau, puis il va essayer. Si tous les je veux bien, c'est vertueux et c'est mieux que rien. Mais là, face à l'ampleur de la catastrophe qui nous attend, les colibris suffiront pas. Et c'est donc, il faut des décisions politiques majeures sur la diminution de la production, sur une manière de repenser complètement la distribution des richesses. Moi, je le dis dans le livre à un moment. Nous sommes à un moment de notre histoire où nous devons, j'appelle ça, changer d'imaginaire. Et je pompe, je m'inspire, je reprends, je cite, je rends hommage à Cornelius Castoriadis, qui lui nous parle de cet imaginaire et qui explique comment les sociétés fonctionnent grâce à ces imaginaires qui servent de piliers, qui nous servent à construire notre vivre ensemble. Ces imaginaires, ce sont en fait des vérités inventées, mais qu'on tient pour inaliénables. La religion est un imaginaire qui a tenu les sociétés pendant très longtemps. Donc, c'était l'Olympe chez les Grecs, ça va être le Dieu unique pour les religions monothéistes. Et par exemple, au Moyen-Âge, notre imaginaire, c'était de dire, on vit comme on vit aujourd'hui pour s'offrir une vie meilleure dans l'au-delà, etc. Notre imaginaire a été là. Il y a quelque chose auquel on se raccroche qui ne peut pas être remis en cause, mais que nous avons pourtant nous-mêmes créé. Et aujourd'hui, l'imaginaire qui fait société, c'est l'imaginaire de l'argent, de la croissance, du PIB. Depuis que le capitalisme est arrivé, nous sommes tous élevés, éduqués, conditionnés autour de cet imaginaire qui est de dire on est sur cette planète pour, à titre individuel, progresser, gagner de l'argent pour pouvoir payer notre loyer, pour pouvoir partir en vacances, acheter notre maison. Une fois qu'on a un métier, nous devons absolument progresser. C'est pas concevable dans notre imaginaire de se dire non, mon ambition c'est que j'ai un métier à 20 ans, je vais être exactement au même endroit à 70 ans, etc. Non. Tu peux rester au même endroit, mais dans ce cas-là, il faudra au moins que tu aies multiplié ton chiffre d'affaires par 20, par 30. Enfin, je veux dire par là, c'est qu'on a cette image de croître, de croissance. Et bien évidemment, à titre collectif aussi, puisque les pays fondent leur bulletin de bonne santé sur cette idée de croissance. On regarde qu'est-ce qui a été produit en termes de masse monétaire, ou qu'est-ce que ça a généré. D'ailleurs, et ça fait longtemps. Même un mec comme Stiglitz, qui est pas un gaucho, nous disait que le PIB, ça fait déjà 10 ans qu'il avait produit un rapport pour dire il faut revoir les critères d'évaluation du PIB. Bon, bref. Et donc, Castoriadis dit il faut changer d'imaginaire, se comprendre qu'on est embarqué sur une route folle qui nous déconnecte complètement de notre humanité, et donc essayer d'imaginer quel pourrait être ce projet collectif, qui est une création sociale, mais qui nous unisse, mais qui n'entraîne pas notre perte ou la perte de la planète en même temps. Donc, moi, j'en propose des imaginaires dans le livre. C'est des imaginaires, c'est un imaginaire en particulier qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu le temps d'évoquer dans d'autres livres auparavant. Moi, je pense que notre imaginaire aujourd'hui, notre but, le but de l'humanité, c'est celui de prendre soin de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que nous devons être l'espèce protectrice du vivant au lieu d'en être l'espèce destructrice comme nous le sommes aujourd'hui. Bon, voilà, je pourrais parler pendant un quart d'heure de ce sujet. Mais tu cites aussi alors je sais pas qui est, je sais pas s'il est philosophe ou Gunther Anders. Ce qu'il écrit, c'est formidable. C'est un philosophe, Gunther Anders. C'est le premier mari d'Hannah Arendt. Et il a écrit des choses. Alors j'ai retrouvé, c'est page 67. Il dit, nous sommes, disait Gunther Anders, des utopistes inversés. Alors que les utopistes ne peuvent pas produire ce qu'ils représentent, nous ne pouvons pas nous représenter ce que nous produisons. Nous voici impuissants face à notre toute-puissance, etc., etc. Et tu donnes l'exemple de la bombe H, etc. Ça correspond à ce que tu viens de développer, quoi. Mais je connaissais pas Anders, là, et je me suis dit, tiens, faudrait que je lise. Il a écrit des livres vraiment formidables, et effectivement, c'est sa grande théorie, c'est ce qu'il appelle aussi le décalage prométhéen, c'est-à-dire qu'il dit, il a été extrêmement marqué par le largage, par deux faits historiques.
D'abord la Shoah. D'abord la Shoah et d'autre part le largage des bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Il a entretenu d'ailleurs une correspondance avec le pilote, qui s'appelait Easerly, qui avait dirigé le bombardier qui avait largué la bombe sur Hiroshima parce qu'il devait faire des repérages météo et dire si oui ou non les conditions étaient réunies pour larguer la bombe. Et il a entretenu une correspondance avec ce pilote pour essayer de réfléchir sur cette notion de responsabilité. Parce que le type qui a dit c'est bon, on peut larguer la bombe, comment il vit avec ça? Comment il vit avec ça après toute sa vie? Et le mec, en fait, a vécu avec un vrai sentiment de culpabilité. Mais évidemment, en y réfléchissant après coup, mais lorsqu'il le fait, il n'y pense pas. Et Günther Anders va analyser tout ça, c'est-à-dire l'horreur à une dimension inégalée, par exemple dans la Shoah, c'est-à-dire la destruction humaine organisée, mécanisée, voilà, avec une telle ampleur que personne n'arrive à réaliser ce qui se passe en réalité tellement c'est énorme. Et les bombes larguées sur les populations humaines, c'est la même chose. Il dit, en fait, nous sommes arrivés à un point où nous sommes capables de produire des choses. Notre capacité de production dépasse notre capacité d'imagination. On produit des choses dont on n'arrive pas à mesurer les conséquences. On n'arrive pas à les imaginer. Et en ce qui concerne Hiroshima, il dit par exemple, l'explication est simple. On est tous capables de se représenter ce que c'est de perdre une personne dans sa vie. La vie humaine, on perd un proche, on perd un ami. Donc cette douleur-là, on l'éprouve. En revanche, quand cette action dépasse toute mesure par l'ampleur, par le nombre, ça sort de notre capacité à comprendre et à ressentir. Donc 100 000 ou 200 000 morts à Hiroshima, eh bien on devient complètement insensible à cette information parce qu'on n'est pas capable d'imaginer ce que c'est que la douleur non pas des morts eux-mêmes, mais des proches de ces 100 000 victimes. On n'est pas capable de comprendre, ce qui fait que ça nous fait, on devient capable de se livrer à ce genre de barbarie. Par petites touches comme ça dans le livre, c'est vrai tu décris une sorte de plongée vers l'insensibilité, quoi. Et tu cites un autre, je sais pas s'il est philosophe, c'est Mumford, et tu parles de... Oui, Lewis Mumford, oui, oui, alors il est pas tellement philosophe, c'est un urbaniste au départ, Lewis Mumford. Mais bon, bref, il va faire de la philosophie. Il parle de l'homme post-historique. Ça, j'avais jamais entendu parler. Alors, nous sommes des hommes post-historiques, là, aujourd'hui, ou pas? Oui, c'est absolument. Lui, il écrit ça, donc au XXe siècle. On espère qu'on va pas basculer dans cet homme post-historique. C'est-à-dire cet homme, en effet, qui a coupé tout lien avec un rapport serein à la nature, avec sa place dans cette nature. C'est-à-dire un homme qui dénie toute sensibilité à ce qui n'est pas lui et qui essaie de se servir de tout ce qu'il y a autour de lui pour servir son simple égoïsme et cette idée que finalement, ce qui est important dans la vie, c'est accumuler des choses, c'est obtenir du pouvoir. Ce sont des idées qui peuvent paraître assez simples comme ça, mais faut lire Mumford pour vraiment rentrer dans la subtilité de sa pensée. Et c'est un homme qui a complètement coupé les racines avec lui-même, avec notamment la question de la puissance, c'est-à-dire que nous sommes devenus impuissants face à notre toute-puissance. C'est ça l'idée principale aussi de l'homme. C'est-à-dire cette idée qu'on ne maîtrise plus rien et qu'on est parti sur un bateau complètement à dérive en pensant qu'on le contrôle. Alors, il y a un homme et en ayant perdu toute idée même du sens de notre présence sur cette planète et de ce que nous y faisons, collectivement et en tant qu'individu. On produit de l'oubli au quotidien. Il y a une sorte d'amnésie qui s'installe en permanence. Oui, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que cet homme post-historique, c'est un homme qui a oublié ce qu'est un individu et ce que cet individu a le droit de réclamer en tant qu'être humain qui veut avoir une existence profitable pendant le très court temps où il est sur cette planète, puisque cet homme post-historique fait des individus des esclaves. Soit il est esclave lui-même, soit il dirige les esclaves. De tous tes chapitres, tu donnes des leçons. Il y a un chapitre qui m'a fait marrer, c'est se taire quand on ne sait pas. Tu reviens sur Sibeth Ndiaye, les experts, etc. Et c'est vrai que quand tu relis ça, tu dis ah ouais quand même, ils ont fait très très fort pendant le confinement. Mais ouais. Mais c'est comme si tout était autorisé, tout était permis. C'est en fait ça, c'est peut-être l'une des choses qui m'inquiète le plus. C'est-à-dire que je pense que ce qui est très peu souligné en ce moment, c'est que l'une des graves crises que l'on traverse aujourd'hui, c'est une crise de moralité. Bien sûr, il y a la crise économique, mais elle est permise, cette crise économique, parce qu'il y a cette grave crise de moralité. On peut tout faire.
On a peur de rien. On l'a vu ces dernières années avec l'affaire Benalla, on l'a vu avec des tas d'autres choses. Même quand on pense à l'affaire Griveaux, où il nous est rapporté qu'Emmanuel Macron avait appelé Griveaux après pour lui dire, après la révélation des vidéos à caractère sexuel, qu'il lui avait dit « c'est toi qui choisis. Si tu veux continuer, je suis à fond derrière toi ». C'est-à-dire qu'ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire, ces gens-là. Il n'y a pas de problème. Et il y a une forme d'indécence chez ces gens qui nous dirigent aujourd'hui qui dépasse tout ce qu'on a vu, me semble-t-il, en tout cas, donc, depuis 3 décennies. Sibeth Ndiaye, qui est la porte-parole du gouvernement, qui porte donc la parole officielle de ceux qui nous dirigent, a multiplié les fautes, les erreurs, les contre-vérités, les mensonges. Elle a induit la population en erreur, par exemple en encourageant les gens à aller voter pour le premier tour des municipales, en disant mais un virus, vous savez, le virus il réside pas comme ça sur les surfaces, hein, vous n'allez pas vous inquiéter. Il aurait suffi que le même jour elle aille sur le site de l'OMS, elle aurait lu le chapitre sur les coronavirus expliquant que les coronavirus restent sur les surfaces pendant une période qui va de plusieurs heures à 24 heures ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est des gens qui ont mis en danger la vie des citoyens dont ils ont quand même en partie la responsabilité. Et pourtant, aucune sanction. Il y a un jour en conférence de presse, Emmanuel Macron doit aller à Mulhouse, me semble-t-il, ce jour-là. Une conférence de presse. Et les journalistes disent à Sibeth Ndiaye, pourquoi n'a-t-on jamais vu le président avec un masque? C'est quand même étonnant, il y a plein de gens qui portent des masques, le président. Elle répond un petit peu arrogante, un petit peu ironique, comme elle sait si bien faire. Mais tout simplement parce que les masques sont inutiles, monsieur. C'est inutile. À partir du moment, puis elle a fait sa petite leçon, hein, parce qu'elle a beaucoup ce côté prof, à partir du moment où vous respectez votre distance de sécurité de 1 mètre, il n'y a aucun risque. Le jour même, 3 heures plus tard, Emmanuel Macron arrive à Mulhouse avec un masque. Alors, on sait maintenant ce qu'il en est des masques et de l'utilité qu'ils peuvent avoir pour notre sécurité. Mais au-delà de ça, comment est-il possible que la porte-parole du gouvernement nous dise quelque chose qui est l'exact inverse de ce qu'on va constater 2 heures plus tard? Bon, et dans une démocratie qui fonctionne, je suis navré, mais une erreur, ok, 2 erreurs. Il y a des démocraties, notamment en Europe du Nord, pour une erreur et une petite erreur, on est viré. Ici, ils peuvent tout faire, tout. 3, 4, 5, et des énormes erreurs qui sont toujours là. C'est ça qui m'inquiète terriblement. Mais je pense que c'est cette crise de moralité qui est à l'origine de beaucoup d'autres crises que nous avons à combattre. En te lisant aussi, on passe de Sibeth Ndiaye à la Chine, donc du coq à l'âne, ou plutôt de l'âne au coq. C'est cette histoire de commerce de la bile d'ours, mais j'ai rarement, enfin c'est une horreur quoi. Il y en a plein d'horreurs, mais celle-là, j'étais pas au courant de ça. Tu peux expliquer ce que c'est que ce commerce de la bile d'ours, d'où ça vient et ce qui se pratique? Alors, ça fait partie des horreurs. Alors, des horreurs, il y en a malheureusement une quantité incroyable qui se perpétue chaque jour sur l'ensemble de la planète. C'est-à-dire que je voudrais pas non plus qu'à travers ce chapitre, on pense ah oui, ça ce sont ces Asiatiques qui sont arriérés, qui font subir des choses atroces. Non, c'est vrai que les Chinois sont pas les plus avancés en termes de droits des animaux, on est d'accord. Donc on va trouver des choses là-bas qu'on ne trouve pas chez nous, mais on pourrait aussi parler de ce qu'on fait encore nous subir aux animaux en France, qui sont des barbaries, comme par exemple le déterrage des blaireaux ou la chasse à courre, qui sont des atrocités aussi. Mais c'est même la corrida, enfin, sont des actes, des choses qui n'ont absolument plus raison d'être dans une société qui se dit évoluer. Bref, en ce qui concerne les ours, les Asiatiques, les Chinois en particulier, croient encore aux vertus quasi magiques de tout un tas de matières animales. Je dis matière parce que ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'ivoire, ça peut être les écailles de pangolin, ça peut être les parties génitales de tel ou tel animal. Et ils croient notamment aux vertus médicinales de la bile d'ours. Et pour obtenir cette bile, c'est légal, hein. Il y a des fermes à bile d'ours qui existent encore aujourd'hui. On prend un ours tout petit à la naissance, on le met dans une cage minuscule. Quand je dis minuscule, faut imaginer que cette cage fait juste la dimension du corps de l'animal. Donc il peut absolument pas bouger. Et il va grandir dans cette cage et on lui met un cathéter dans le corps pour récolter la bile 2 fois par jour. Et son existence d'ours à bile, c'est celle-là, pendant des années et des années. Il est affamé souvent pour produire plus de bile.
il y a même des cas, je le raconte dans l'I, ça c'est absolument terrible. Là, je me réfère à une enquête de l'association One Voice qui a documenté vraiment cette affaire-là. Des cas où les ours sont pendant leur sommeil, alors ils sont quand même anesthésiés pour pas qu'ils se réveillent. En tout cas, c'est ce que dit l'enquête, mais on n'est même pas sûr finalement qu'ils soient respectés tout le temps. Pendant qu'ils sont endormis, on leur coupe une main, une patte, qui va servir ensuite à alimenter des soupes. Voilà. Et cette atrocité, ce sont des milliers d'ours qui vivent encore ça aujourd'hui. Non, non, mais c'est... Et malheureusement, c'est ça, Denis. Il faut vraiment avoir conscience du fait que les aliments humains, tu sais que c'est un de mes combats essentiels, c'est qu'on reconnaisse des droits à des tas d'animaux qui n'en ont pas aujourd'hui, qu'on respecte ceux à qui un certain nombre de droits ont été reconnus, mais qui sont malheureusement pas respectés. J'ai vu. La quantité de douleur, en tout cas, je termine juste là-dessus, la quantité de douleur aujourd'hui quotidienne pour des animaux de toutes espèces est juste inimaginable encore sur cette planète. Et souvent, ça se fait dans la méconnaissance totale du grand public. Non, je sais, tu m'as éveillé à ça. La dernière fois, on avait parlé de fromage et les vaches c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Ces vaches qui souffrent pour fabriquer du fromage, qui est quand même un mets. Ouais, c'est quelque chose, je peux raconter en 30 secondes, parce que c'est vrai que on a l'impression que tout le monde le sait, mais moi-même, j'ai mis du temps, j'étais végétarien longtemps, avant de prendre conscience de ce qu'était le commerce du lait, la production du lait. Et à vrai dire, pendant longtemps, je me posais même pas la question de savoir comment on avait du lait. Je crois que j'ai pensé, comme beaucoup de gens le pensent encore aujourd'hui, que les vaches faisaient naturellement du lait. Nous a tellement présenté ces animaux comme des producteurs de lait qu'on dit ça, il y a un animal sur cette planète, c'est formidable, il fait du lait toute l'année. On lui demande rien, il fait du lait. Et on le récupère, c'est tout. Alors, c'est sûr que présenté comme ça pose pas de problème. Alors qu'en réalité, non. La vache est un mammifère. Et pour faire du lait, cette vache doit avoir un petit. Donc, on va inséminer artificiellement des vaches dans des grandes fermes, bien souvent, même si ça existe aussi sous forme plus artisanale. Mais maintenant, l'essentiel du lait qui est proposé à la vente, c'est du lait industriel. Et donc, on insémine des vaches et à répétition. Elles vont vivre comme ça pendant 5, 6, 7 ans dans des grandes fermes à production de lait. Une fois que donc elles sont enceintes, et une fois qu'elles ont mis bas, le veau leur est retiré au bout d'une journée, au bout de 2 jours. C'est une épreuve qui est extrêmement traumatisante pour les deux animaux. Il y a des tas de vidéos qui l'attestent. Là, il suffit de se promener sur YouTube, vous regardez séparation, voilà, et vous voyez que la vache va pleurer parfois pendant 2 jours après que le veau lui ait été enlevé. On voit des scènes où parfois la vache va courir après la voiture qui emmène le veau. Nous, on a nié tout ça dans notre société. On veut pas le voir, on veut pas le savoir. On dit mais non, c'est pas de sentiments, c'est que des bêtes. C'est cette fameuse phrase. Alors qu'en réalité, il y a des phénomènes d'amour. Moi, je dis le mot. Il faut savoir qu'il y a quelques années, si j'avais dit ça, encore, on se fout déjà de moi beaucoup sur ces sujets-là, mais ça, je crois qu'on peut commencer à le dire enfin. Si je parle d'amour entre un veau et une vache, ou d'affection, au moins, ça va, on commence à le tolérer. Mais on pouvait même pas le dire jusqu'à peu, parce que c'est quoi, ce fou, il est fou, pardon. Voilà. Donc, effectivement, quand on boit du lait, parce que ces veaux, faut savoir ce qu'ils deviennent, juste, ils sont engraissés, et ensuite, ils vont finir à la boucherie. Donc, quand on boit du lait, pensant par exemple être végétarien et donc respecter la vie animale, on fait pas mal. En réalité, non seulement on crée cette souffrance que je viens de décrire de séparation, etc., mais en plus, on crée des veaux qui vont servir à la boucherie. Surtout qu'il y a des alternatives. Enfin bref, je réfléchis aussi à ça. Et d'ailleurs, est-ce que tu as vu cette semaine sur France, dans la case infrarouge à France Télévisions, le documentaire incroyable, magnifique, j'ai oublié le nom de la réalisatrice, sur les abattoirs. Tu as vu ça? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai eu un texto d'un ami qui m'a envoyé un texto à minuit pour me dire il faut que tu le vois absolument. Ah ouais, faut que tu. J'étais déjà couché parce que j'étais un petit peu sous photo. Mais oui, et on a échangé là-dessus sur le sujet. Donc je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est formidable en effet. C'est fait avec beaucoup d'intelligence et de tact. Il y a aucune image, c'est-à-dire on voit pas. C'est des gens qui travaillent dans des abattoirs qui parlent avec des témoignages qui sont absolument déchirants. Je pense en particulier à un ouvrier. Je sais pas, je pense qu'il est italien et il a un accent et il raconte en pleurant comment il tue des vaches et que les vaches sont enceintes. Il y a des veaux et qui jettent les veaux vivants. Enfin, raconté par moi, ça semble
Mais bête non. Déjà, quand et tu par dis, lui. Donc ça, je pense qu'on avance de ce côté-là, quoi. oui, on avance. Tu as raison. Tu as raison. C'est vrai qu'avec nos steaks, avec tout ça, tu as été un précurseur. Tout le monde s'est foutu, enfin, beaucoup se sont moqués de toi. Pas moi. Et en tout cas, Merci, Denis. ah non, mais bon. Écoute, il y a un truc aussi, alors, qui m'a plu dans une histoire qui m'a plu, c'est page 189. Je savais pas ça parce que c'est la bonne nouvelle de l'épidémie, mais parce que en fait, tu racontes que donc il y a un chercheur d'université de Stanford qui s'appelle Marshall Burke qui affirme que l'épidémie, finalement en Chine, grâce à la non-pollution, enfin au fait que les gens soient confinés et tout ça, a sauvé plus de vies qu'elle n'en a prises. Oui, alors, 73 000. je raconte cet épisode tout en le questionnant. C'est-à-dire, parce que je crois en plus ici des chiffres extrêmement précis, je les ai pas en tête, mais ici, tu as un nombre quasiment à un mort près. Affirme que l'amélioration de la qualité de l'air en Chine a sauvé en 2 mois la vie de 4 000 enfants de moins de 5 ans et de 73 000 personnes âgées. Il prétend que la réduction de la pollution a sauvé 20 fois plus de vies que le Covid-19 n'en a apporté. Oui, dans la mesure où en Chine, en plus, le bilan était extrêmement faible de victimes. Donc, ça se tient. Je m'étonnais juste de la précision de son analyse. Pourquoi 73 000 personnes? Enfin, je suis toujours un peu méfiant à l'égard des... C'était ma question. Je pensais que t'as pas creusé davantage. T'as simplement... Non, parce que je me suis vraiment, pour l'écriture de ce journal, contrairement à d'autres livres, je ne voulais pas faire d'enquête, je voulais pas prétendre révéler un secret quelconque. Et puis en plus, dans le confinement, on était quand même assez limité. Encore qu'on peut passer des coups de fil, on peut. Mais non, mon idée c'était pas de faire une enquête sur cette information-là précisément. Mais ce qui m'intéressait en revanche, c'était l'état d'esprit de ce que disait cette information, parce que ça me semblait tout à fait plausible et crédible, puisqu'on sait. Là, on a eu plein d'études qui sont concordantes, que la qualité de l'air s'est largement améliorée dans tous les pays où il y a eu un confinement. Pays où les voitures ont été à l'arrêt, où les entreprises ont fonctionné au ralenti, où le trafic aérien a été diminué souvent de 90%. La qualité de l'air, les émissions de CO2, etc., ont largement diminué. Les émissions de substances toxiques ont diminué à peu près de 30%. Les biosystèmes, enfin les animaux, tout ça, enfin c'est des choses qu'on a vues, hein, les dauphins, enfin il y a plein de bonnes nouvelles là-dessus. Mais oui, absolument. Mais pour revenir à cette baisse, ce qu'elle explique, ce chercheur, c'est de dire, une fois de plus, je ne sais pas si son chiffre de 73 000 est tout à fait exact, mais en revanche, ce qui est vrai dans la logique, c'est que comme ça a été confirmé dans tous les pays où le confinement a eu lieu, je vous disais, les particules nocives pour l'humain ont diminué d'à peu près de 30% au bout de quelques semaines seulement. On sait par ailleurs que la pollution atmosphérique, et ça ce sont plusieurs études qui nous le disent, tue entre 6-7 millions de personnes chaque année dans le monde, donc en France aussi, hein, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes. On peut considérer en effet qu'à partir du moment où la pollution diminue, eh bien c'est bénéfique pour la santé de beaucoup d'humains. Après, ça, autre chose que tu décrivais aussi, c'était que les animaux, eux, effectivement, étaient très heureux de tout à coup de retrouver une forme de liberté en n'étant plus harcelés par les humains. Ça, oui. C'est autre chose. Mais bien évidemment, il y a des comptes qu'on ne fait absolument pas. C'est-à-dire que lorsque nous prenons un problème aujourd'hui, on le prend toujours par le biais qui nous arrange. Donc là, par exemple, et c'est tout à fait logique, t'en parlais tout à l'heure, on parle de l'économie, on se dit c'est absolument terrible. Il va y avoir un chômage incroyable en septembre. T'as raison, c'est terrible. Mais dans les données de la question économique, on ne réfléchit jamais. C'est comme la question de la production de viande, par exemple. Et quand on pense au coût de la viande, on ne réfléchit jamais au coût réel de la viande, c'est-à-dire, par exemple, au coût de la dépollution que ça engendre. Il faut dépolluer très souvent des terres, etc., des endroits, des maladies qui sont provoquées par la viande. Et tout ça, ça a un coût pour la société qu'on ne prend jamais en compte. Et bien de la même manière, là, en ce qui concerne ce confinement, on a juste mesuré le coût qu'avait provoqué l'arrêt de l'activité économique, un coût faramineux, on est tout à fait d'accord, mais on ne s'est pas encore penché sur les bénéfices qu'a pu avoir cet arrêt de l'activité pour la santé humaine et pour d'autres sujets. Il y en a un qui change pas et c'est Donald Trump, et tu reviens sur parce que moi j'avais retenu qu'un bout de la citation sur l'eau de Javel, là, qu'il fallait que les malades boivent de l'eau de Javel, et tu la resitues dans le contexte, et j'avais pas compris qu'il parlait aussi de la lumière. Enfin, ça prouve que
enfin, si tu veux, je trouve que moi j'ai même acheté le bouquin sur les messages Twitter de Trump, et quand tu lis ça, tu te dis on est passé dans l'au-delà, quoi. Mais ce moment-là, il est quand même incroyable, quoi. Je dis à un moment dans le bouquin, parce que Bolsonaro et Trump font vraiment un duo absolument incroyable, et je dis, est-ce que un système qui génère un Trump et un Bolsonaro à la tête des pays les plus importants, enfin du pays le plus important du monde, les États-Unis, puis d'un des pays les plus importants du monde, le Brésil, est-ce qu'un système qui permet à ces gens-là d'accéder au pouvoir est une démocratie? Je ne crois pas. En tout cas, c'est une démocratie malade. Il y a un virus dans la démocratie. Si c'est possible qu'un mec comme Trump arrive à la tête de la plus grande puissance de ce pays, une puissance qui est capable d'influer la politique de l'ensemble de la planète, des pays de la planète. Et effectivement, en ce moment, tu as vu, il y a quand même beaucoup de choses qui sortent justement dans le contexte de la présidentielle qui se prépare. De plus en plus de gens qui ont travaillé avec Trump qui se lâchent. Hein. Là, tu as vu, il y a les révélations sur les coups de fil qui passent aux dirigeants des pays. Oui, j'ai vu ça. C'est ce journaliste. Je viens de faire une émission avec je t'invite à lire ce livre qui est incroyable, de Fabrizio Calvi, qui est un journaliste qui est un super bon journaliste, qui était à Libé il y a très longtemps. Il fait un bouquin sur Trump et la mafia. Et tu reposes le livre. Enfin, c'est mentalement, tu te dis, mais comment tu te rends compte de la maladie, la corruption endémique de la société américaine, quoi. On est quasi des enfants de cœur. Oui, mais tu sais, la grosse inquiétude, c'est que depuis que je suis né, moi, on m'explique qu'il faut regarder de très près les États-Unis parce que ce qui s'y passe, ça arrive chez nous 30 ans après. De fait, je crois que c'est assez vrai. Et là, Trump, la citation que tu donnes, tu peux rappeler le contexte, parce que justement, l'intérêt de ton livre, c'est qu'on peut revenir sur ces éléments-là qu'on a vu passer à toute vitesse. On s'est dit, bon, le type est fou, il nous dit de boire de l'eau de Javel, mais c'était pas ça, parce qu'il voit dans la presse où il entend un chercheur qui dit quelque chose et il comprend tout de travers, et il dit qu'il faut éclairer. Je me souviens bien. En fait, l'histoire est drôle, c'est en plus parce que je ne suis pas abonné au Twitter. De toute façon, d'ailleurs, ça n'aurait pas été sorti, ce serait pas sorti sur je sais pas si je suis abonné au Twitter de Trump, je crois pas. En revanche, je suis le Twitter d'Alyssa Milano. Et Alyssa Milano, je sais pas si tu te souviens, c'était une jeune actrice qui a été connue dans une série qui s'appelait Madame et servie. C'est une écolo pure et dure. Et elle est devenue écolo, très à gauche, écolo, et un jour, je m'étais rendu compte complètement par hasard, parce que quelqu'un avait retweeté un de ses tweets, et je vais voir son compte, je me dis, mais elle est très engagée maintenant, très engagée, et puis elle fait vraiment de la politique, et elle a des diagnostics qui sont intéressants. Bon, bref. Et un jour, je vois débarquer à 1h du matin un tweet d'Alyssa Milano, qui sort sur mon... Mais c'est pas vrai, elle dit, je peux pas croire ce que je viens d'entendre, c'est un sketch, et puis je vois cette déclaration de Trump que tu viens de rappeler. Et qui va effectivement faire un bruit énorme pendant 2 jours dans le monde entier, puisqu'il est en conférence de presse, à ce moment-là, il donne des conférences de presse quotidiennes, ce qui d'ailleurs, sur le plan démocratique, est beaucoup mieux que ce qui s'est passé en France. Ouais. Parce que Trump avait au moins, ça faut lui reconnaître, l'avantage de répondre. Bon, il les insulte très souvent quand ils sont pas d'accord avec lui, mais au moins quotidiennement, il rendait compte à des journalistes. Et les journalistes pouvaient lui poser des questions. Parce qu'en France, là aussi, on pourra se poser des questions sur nos déclarations. Nous, il se passe rien. Les journalistes ne posent pas de questions à notre Premier ministre, à notre président. On a juste droit à une déclaration tous les 15 jours, solennelle, et voilà, on prend la béquille, on nous raconte ce qu'on doit apprendre et comment on va être traité dans les 15 jours qui viennent. Et puis on n'a rien à dire. Et les journalistes eux-mêmes n'ont pas à questionner. Bref, en tout cas, Trump lui fait des conférences quotidiennes. Et ce jour-là, il y a un chercheur qui vient d'expliquer que je me souviens plus tellement, mais que, en gros, il dit, on a constaté qu'un produit détergent, ça a un effet sur le virus. Et on a constaté aussi que la lumière, la chaleur peut aussi avoir un effet sur le virus, un effet qui tend à réduire sa présence ou à le détruire. Bien évidemment, ce chercheur disait quoi? Il voulait dire que si jamais il y a un virus qui est sur une surface et qu'on arrive sur un meuble et qu'on arrive avec un produit détergent et qu'on frotte le meuble, il y a des chances que ça atténue la présence du virus et que ça voilà. Même chose en disant apparemment au soleil, sous des fortes températures, le virus est moins vivace. C'est ça qu'il disait. Et Trump embraye là-dessus en disant c'est intéressant ce qu'on vient d'apprendre là. Et alors moi je suggère, parce qu'en plus il suggère, c'est-à-dire tout à coup il se met lui-même dans la position d'un chercheur ou d'un type qui dirige les chercheurs. Moi je pense que nous devrions faire des recherches aujourd'hui
pour essayer de voir si ce détergent dont vous parlez, là, si on l'avale, si on la boit, si on l'avale, si on le boit, s'il peut pas avoir un effet justement sur le virus dans le corps, parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme ça. Et de la même manière, si on arrive à faire rentrer de la lumière dans le corps, mais c'est ça. Il dit là aussi, peut-être ça peut être positif pour combattre. Et il se tourne, il a à ce moment-là une médecin dont le nom m'échappe, mais qui l'assiste tous les jours en conférence de presse et qui se tourne vers elle, fait qu'est-ce que vous en pensez? Et elle se ratatine dans son siège, ne sachant plus où se mettre, en disant mais c'est quoi ce monceau de conneries qu'il est en train de dire? Ouais, il dit frapper le corps du malade avec des ultraviolets ou une lumière forte, faire entrer cette lumière dans le corps parce qu'il existe des moyens qui le permettent, ou alors, et c'est mieux, injecter un désinfectant dans son corps. Enfin, c'est là où tu... Mais ce qui est encore plus terrible, c'est qu'il y a des gens qui vont le faire. Oui, il va y avoir des types qui vont se retrouver aux urgences aux États-Unis parce qu'ils auront suivi le conseil de Trump et ils auront vu leur desktop. Écoute, j'ai encore deux, trois bricoles à te demander. Et qu'est-ce que c'est que la bioéconomie, le Rogan, là, ce dont tu parles? Tu peux expliquer? Nicolas Georgescu-Roegen. Là encore, moi je pense que de manière générale, les débats qu'on a dans les grands médias sont extrêmement pauvres en contenu et en références et en sources. Et je pense que toi et moi on est d'accord là-dessus parce que je sais que c'est aussi ton travail, que toi t'adores aller là où les gens vont pas d'habitude et en tout domaine te concernant. Mais et je cite Nicolas Georgescu-Roegen qui est en fait l'un des économistes de la décroissance. Pourquoi je te dis que justement ça va à contre-courant de ce qu'on entend d'habitude? C'est parce qu'on essaie de nous faire croire sur le plan économique que ok, la décroissance sur le plan philosophique ça peut être marrant, voire gentil, mais que c'est complètement irréaliste, que c'est pour des doux rêveurs, des bobos, alors qu'en réalité, Nicolas Georgescu-Roegen est un économiste extrêmement sérieux, extrêmement respecté par ses pairs, juste après la Seconde Guerre. Et lui, il va dire les néoclassiques se trompent. Les néoclassiques se trompent, c'est-à-dire que c'est sur la question des limites, tout simplement, parce que là, le gros impensé du capitalisme, c'est la question des limites. Et je cite aussi un moment dans le livre Simone Weil, la philosophe, qui, il y a un siècle déjà, au début du XXe siècle, disait, mais de toute façon, le capitalisme va se retrouver très rapidement confronté à un problème, c'est le fait que la Terre est un espace fini et que les ressources sont elles-mêmes finies, et que le capitalisme n'est absolument pas réfléchi. Nicolas Georgescu-Roegen, lui, va reprendre ça, cette notion-là, mais il va l'insérer dans une théorie économique qui dit les néoclassiques qui ne savent penser l'économie qu'en termes de marché, de part de marché, de clients, ils font des grandes équations sur la répartition des richesses, etc., etc. Mais il y a juste un truc qu'ils n'ont absolument pas pensé, c'est la loi de l'entropie. C'est quoi la loi de l'entropie pour lui? C'est-à-dire que lui, il va revenir à quelque chose de très physique, de très scientifique. C'est tout simplement dire, mais ils n'ont pas pensé, ils pensent pas, tous les mecs qui réfléchissent à l'économie, que pour produire, il faut de la matière. Et l'économie est réfléchie par les néoclassiques comme si cette matière était inépuisable et que cette matière, elle était toujours dans un circuit qui était recyclé constamment. Soit qu'on pouvait en extirper autant qu'on voulait, soit que la matière utilisée, elle, serait recyclée. C'est comme s'il n'y avait pas, c'est un circuit sans fin. Il dit, mais c'est une énorme erreur. L'entropie, c'est la loi de l'usure en physique. Et ça veut dire que c'est pas vrai que tout se crée, tout se transforme. À un moment, la matière ne se transforme plus. Soit elle devient quelque chose d'inutilisable, soit elle devient un déchet. On peut rien en faire. Et on en arrive à la question des limites. Et donc, il lui théorise déjà, dans les années 50, très clairement cette histoire de décroissance, en disant que d'un point de vue scientifique, tant sur le plan de l'économie que sur le plan de la science physique et de la biologie, nous sommes obligés d'accepter l'idée que le capitalisme, à un moment, va être face à un mur où la chose ne fonctionne plus. Et il va être rejeté par ses pairs pour avoir soutenu cette théorie. Et il va inspirer le mouvement, enfin, il n'est pas le seul, mais il va inspirer notamment le mouvement des décroissants. Et d'ailleurs, tu dis qu'on peut très facilement être épicurien et décroissant, quoi. Ce qui est pas simple. Oui, c'était un petit clin d'œil. Je voulais juste repenser à ça. Soyons épicuriens. Je crois que j'écris décroissons parce que c'était juste un petit clin d'œil par rapport à cette pensée traditionnelle et qui nous fait croire que être épicurien, c'est profiter de la vie quoi qu'il en soit, c'est-à-dire dépenser sans compter, accumuler, presque sans foi ni loi d'ailleurs. Moi, je m'en fous, je suis épicurien, c'est ce qu'on dit quand on veut pas réfléchir à quelque chose, souvent qu'on veut juste profiter de son propre plaisir. Alors que Épicure dit pas du tout ça. Épicure dit, son enseignement, c'est il faut au contraire se libérer
des faux besoins, se libérer de tout ce qui nous rend prisonniers dans une forme de dépendance, d'un désir artificiel. Il faut au contraire identifier ce dont nous avons vraiment besoin, ce qui nous apporte vraiment une richesse intérieure, et se concentrer là-dessus. Et c'est justement en évacuant des tentations artificielles qu'on va réussir à trouver le bonheur. Donc, il est considéré, parfois de manière un petit peu amusante, c'est un clin d'œil parfois, il est considéré aussi parfois comme l'un des précurseurs de la décroissance. Et à la fin du livre, tu cites Platon. Et tu peux reprendre cette métaphore qui dit c'est justement ce par quoi on est passé avec le Covid. Donc c'est des hommes dans une grotte qui peuvent sortir de cette grotte. Oui, c'est la réflexion que je me suis faite à la fin. Je reparle je dis qu'on vit un mythe de la caverne inversé. Le mythe de la caverne de Platon, qui est très très souvent cité pour expliquer comment on fait pour chercher, trouver la vérité. Platon dit, voilà, il y a des hommes qui sont prisonniers dans une grotte. Ils sont tournés vers un mur, il y a un feu derrière eux également, et ils ne voient du monde. Il y a un trou à l'entrée de la caverne, évidemment. Et le monde intelligible, l'image du monde intelligible rentre dans cette grotte et est projetée sur le mur grâce aux ombres du feu. Voilà. Donc c'est sur le mur, on voit les gens qui passent, etc. C'est leur ombre qui est projetée sur le mur. Mais selon Platon, ça c'est pas le vrai monde. C'est une vision tronquée du monde. Pour savoir ce qu'est vrai monde, il faut sortir de cette caverne, aller dans le monde extérieur, et là on voit le monde intelligible. Et donc, dans son mythe à lui, il y a un homme, un prisonnier qui est libéré, et il arrive à observer le monde, et il voit le monde de la vérité. Et après, il a un problème, c'est qu'il est ébloui par le soleil, parce que la vérité, voilà, éblouit, elle fait mal, etc. Après, on pourrait parler aussi du mythe d'Icare, qui nous dit quelque chose qui est assez proche aussi. Bref, et puis il rentre, c'est le sage, c'est le philosophe, et ensuite il rentre dans la caverne et il peut raconter ce qu'il a vu aux autres. Et je dis que nous, on a un peu vécu le contraire. On vit dans le monde du mensonge et de l'illusion en permanence. C'est le monde du néolibéralisme qui nous fait croire que nous sommes des choses, enfin en tout cas qui place l'humain à une place qui n'est pas la bonne place, qui comment dirais-je, qui ment également sur les rapports humains, sur notre rapport au vivant, qui nous impose en tout cas une vision des choses qui nous éloigne énormément de ce que nous sommes en réalité. Et il se trouve que ce confinement où nous avons été obligés de rester enfermés, selon moi, nous a permis de prendre le temps de réfléchir, nous a permis de prendre du recul par rapport au monde qui est le nôtre d'habitude, et que malheureusement, alors que je pense qu'il y a eu pas mal de sagesse, qui a eu le temps de se développer, on a eu le temps de lire des livres, on a eu le temps de réfléchir à notre propre condition, etc. Le président lui-même a tenu des discours dans lesquels il disait le monde d'avant sera plus, le monde d'après sera plus le même, etc. Voilà. Tu te souviens, il a même tenu un discours 3 jours avant le confinement où il semblait tout à coup il allait changer lui-même. Ça y est, il s'était converti à la gauche, et la vraie gauche antilibérale. Il disait le système dans lequel on vit, le système économique vient de montrer toutes ses limites. Faut vraiment y réfléchir. Ça. Bon, bref. Et en fait, je dis que malheureusement, dès que le déconfinement a eu lieu, enfin, je raconte dans le livre, je sens à ce moment-là, j'ai le confinement a lieu demain, mais je sens qu'en fait, on nous demande, ça y est, de repartir dans le monde du mensonge. On va ressortir à l'extérieur, mais au contraire pour redevenir prisonnier d'un monde artificiel et d'un monde faux. Mais dans ta vie médiatique, politique, etc., est-ce que Komodo continue? Est-ce que tu fais évoluer tout ça? On peut en parler de Komodo d'ailleurs, parce que c'est fini visiblement. Enfin, on peut plus. C'est en pause. Ça s'arrête avec le producteur avec qui je l'avais initié, qui était Stéphane Simon. Il préfère Onfray, il préfère les mecs plus à droite en ce moment, non? Enfin, t'étais le seul un peu gaucho. Quand je suis arrivé dans la sphère des web TV de Stéphane Simon, la raison pour laquelle on s'est associé pour faire cette web TV, c'est parce que Stéphane Simon à l'époque était l'un de ceux qui développaient ces web TV. Il avait fait Polonie, Onfray, des gens avec qui j'ai évidemment des désaccords idéologiques, mais bon voilà, c'était cohérent en tout cas. Et donc, Stéphane était dans l'idée de développer apparemment des chaînes sur des sujets extrêmement différents. Il avait une chaîne sur le vin. À l'époque, on se parlait, il voulait faire une chaîne sur l'actualité des médias. Donc voilà, ça me semblait pas du tout rédhibitoire qu'il y ait des choses avec lesquelles je ne sois pas complètement d'accord. Ça fait partie d'un univers de pluralité qui me gênait pas. Après, c'est vrai que j'ai l'impression que depuis quelque temps,
Stéphane a choisi une voie politique quand même assez claire et que la pluralité que j'avais évaluée il y a 2 ans, elle est moins vraie aujourd'hui et que le projet Komodo, il commençait à devenir presque étrange au milieu de la sphère de ces autres projets. C'est peut-être ce qui explique en effet que le projet n'a pas fonctionné comme il aurait dû fonctionner. Pour conclure sur Komodo, l'idée c'est que Komodo renaisse avec une autre production. Voilà. Ça c'est la première chose. Très vite, là, au moment, je ne sais pas exactement où nous en sommes lorsque cet entretien est diffusé. Je sais qu'on est en plein été, mais donc au sortir de l'été, il devrait y avoir le new Komodo, le nouveau Komodo. Voilà. On en est là. Après, on est dans un univers tellement étrange que tout peut se passer, mais ça se passe très bien en tout cas avec les gens avec qui je discute de ça. Et moi, je vais finir par ta phrase ta phrase de Sénèque que tu mets au début de ton livre et qui, évidemment, je partage cette citation. Nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la foule. Je trouvais cette phrase incroyable. Je devrais lire un bouquin de Sénèque début du confinement. Enfin, parce que moi, j'ai plein de bouquins dans lesquels, en fait, je sais pas comment tu lis tes livres. Toi, il y a des bouquins qu'on lit de A à Z, évidemment, soit par obligation, soit par plaisir. Et puis, il y a, je sais pas, moi, j'ai des tas de bouquins qui traînent dans la maison, que je lis une demi-heure, que je repose, puis que je reprends une semaine après, je relis une demi-heure. Et Sénèque, voilà, fait partie des choses que je picore avec d'autres. Et je tombe sur cette phrase au tout début du confinement, et dans un de ses livres, et il dit effectivement, nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la foule. J'ai trouvé incroyable cette phrase. Elle incarnait tellement ce qu'on était en train de vivre, ce confinement. Nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la foule. C'est-à-dire, elle était extraordinaire. Bien évidemment, si on la prend avec ce sens-là, c'est de faire un petit détournement un petit peu malhonnête intellectuellement, parce qu'à ce moment-là, quand il écrit ça, il pense pas du tout à un virus qui vient attaquer une population. Il parle de la foule en tant que groupe qu'on suit aveuglément. Et j'aurais pu l'utiliser à un autre moment de mon livre où je raconte le bonheur que j'ai à me balader dans des rues vides et où j'explique toute la méfiance que m'inspire la foule. Cet effet de groupe, ce groupe que tu suis souvent aveuglément et qui t'entraîne souvent dans les mauvaises directions ou qui t'empêche d'avancer. Et donc cette phrase, ouais, elle est très très belle parce que à la fois elle collait pour décrire ce qu'on était en train de vivre nous en tant que confinés. Séparez-vous de la foule pour guérir, d'un point de vue purement médical. Et puis d'un point de vue philosophique, tout simplement, cette capacité à ne pas suivre la majorité, à ne pas suivre les idées reçues, à ne pas croire à ce que la majorité des gens essayent de t'enseigner, toujours remettre en cause. Sénèque, il a dit aussi, elle est célèbre, cette citation, il a dit « Si on ne fait rien, demain sera encore pire ». Donc, ouais. C'est aussi... Écoute, merci beaucoup, Émeric, et puis je vais appuyer... Merci à toi, Denis. Et puis, on peut reprendre en off cette conversation, mais là, j'appuie, et donc, on va pouvoir... Merci, Denis.